Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous profitons de ce congé férié de l'Action de grâce pour répondre à plusieurs de vos questions en matière de finances personnelles. Au cours des dernières semaines, on vous a lancé un appel pour avoir de vos questions sur les REER, sur la retraite, sur les placements, sur vos investissements. Vous avez régulièrement toujours beaucoup de questions à nous poser à ce sujet. Alors, on prend la demi-heure de RDI Économie ce soir pour répondre à plusieurs de vos questions. Pour nous aider, pour vous répondre, nous avons comme invité Jean-Paul Giacometti, gestionnaire de portefeuille chez Claret, et Hélène Gagné, gestionnaire de portefeuille chez Gestion Privée Peak. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci beaucoup de participer, comme vous le faites si régulièrement, à nos discussions en direct sur Internet, mais également à ces émissions spéciales. Et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec une première question qui nous vient d'André Giroux, qui demande ceci. Je suis retraité depuis près d'un an et je vais bientôt atteindre l'âge de 64 ans. Je suis maintenant travailleur autonome. Je possède un REER personnel et j'ai la chance de bénéficier d'une rente à prestations déterminée. Mais je possède aussi un CRI qui a une valeur de 30 000 $. Je ne désire pas le décaisser maintenant, mais je crois comprendre qu'après 65 ans, les règles de décaissement nous sont imposées. Est-ce le cas? Que faire? Que me conseillez-vous? En fait, le CRI, c'est le compte de retraite immobilisé Oui. qui contient de l'argent qui a été transféré d'un régime de pension agréé. Maintenant, M. Giroux, contrairement à ce qu'il pense, il aura jusqu'à 71 ans pour faire la conversion du CRI. Donc, l'année de ses 71 ans, il devra décider s'il va transférer son CRI en fonds de revenus viagers ou en rente viagère. Donc, il pourrait retarder ses décaissements jusqu'à cet âge-là. Donc, il a du temps quand même devant lui. Il a du temps. En fait, les modalités de décaissement, de conversion sont les mêmes que pour le REER. Tout simplement, quand il sera dans le fonds de revenus viagers, il y aura un retrait maximum qu'il ne pourra pas excéder. Jean-Paul? La seule différence avec un CRI, c'est qu'il y a un maximum qu'on peut sortir. Donc, c'est impossible ou presque de vider un CRI. C'est difficile. Donc, des fois, ça peut être avantageux de commencer plus tôt à sortir de l'argent d'un CRI, dépendant des revenus de l'individu. Donc, c'est un cas personnel. Ouais. Voilà pour une première réponse à André Giroux. Il y a d'autres questions. Parfois, les réponses seront plus longues, plus détaillées. Cette fois-ci, ça se répondait assez rapidement. Allons-y avec André Raymond, une deuxième question qui nous dit « Ayant passé ma vie dans le service à la clientèle de différents imprimeurs qui ont tous fermé, me voici maintenant à la retraite à 61 ans. Je n'ai pas de fonds de pension. J'ai fait une demande pour la Régie des rentes du Québec pour janvier 2014 et je veux transférer mes avoirs dans les deux fonds FTQ et CSN. Après 3 mois de demande et d'envoi de papier, ceux-ci ne veulent pas transférer mes avoirs, faute de papier officiel des compagnies qui n'existent plus. Que puis-je faire pour prouver mes avoirs, pour libérer en quelque sorte mes avoirs? » C'est jamais facile de sortir des sommes de la FTQ en particulier. M. Raymond, ce qu'il devrait faire, c'est de fournir une copie de sa cessation d'emploi. Et si jamais il n'a pas ce document-là en main, bien, il dit qu'il a demandé sa prestation de régime des rentes du Québec à partir de janvier 2014. Donc ça, ce sera un document officiel prouvant qu'il recevra une rente de retraite. Et donc, la cessation d'emploi, ça vient de l'entreprise? De l'entreprise, et si l'entreprise n'existe plus? Mais au moment où l'entreprise a fermé, il a dû recevoir des documents sous une forme ou sous une autre. Alors, mais au pis-aller, en janvier, il va commencer à avoir sa prestation du RRQ, donc il pourra au moins fournir une copie de la réception de cette prestation-là. Est-ce que c'est normal que ce soit compliqué comme ça? Bien, en fait... Jean-Paul, peut-être? Oui. Bien, je ne connais pas tous les règlements, mais moi, vous m'avez entendu souvent que je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle lorsqu'on investit dans les fonds, parce que c'est compliqué. Les fonds de travailleurs? Oui, c'est compliqué. Les rendements, honnêtement, après déduction de ça, ne sont pas mirobolants. Et les contraintes sont énormes, donc on devrait avoir un rendement supérieur pour toutes les contraintes. Mais bref, oui, c'est pas facile de sortir de l'argent et il y a des contraintes qui varient, dépendant de si on approche la retraite ou pas. Mais il ne faut pas oublier quand même que les gens qui mettent de l'argent dans les fonds des travailleurs bénéficient de la déduction pour le REER et des crédits d'impôt. Donc souvent, pour 1 000 $ que la personne va mettre là, elle en aura récupéré à peu près 800 en économie d'impôt dès le départ. Donc, elle a, comme on dit, 200 $ au bâton à la fin de l'exercice. Oui. Donc, plutôt que de ne pas cotiser du tout, ben, c'est peut-être mieux de le faire. D'ailleurs, tout à fait. Mais même en tenant compte des discussions, les rendements ne dépassent pas les rendements des marchés. Mais une fois en discussion, hors onde avec Gérald m'avait apporté un bon point que je dois apporter.
c'est que Je fais ça, moi, j'apporte des bons points des fois. des bons Arrêtez points, donc. tout à fait. C'est que, ce que je n'avais pas pensé d'ailleurs, c'est que ça force certaines personnes à économiser parce que le rendement à court terme est grand. On reçoit une déduction immédiate et ça les force à économiser et les contraintes font qu'ils ne peuvent pas toucher à cet argent-là avant leur retraite. Ce que vous avez oublié en me citant, c'est que je vous disais que c'était l'argument du fonds FTQ. Justement, c'est ça. C'est l'argument. Ah, Le fonds d'accord. FTQ dit on encourage les travailleurs à investir et à épargner. Oui, mais là, ça les Voilà, rend tout comme le monde est bien cité. l'incentif, L'incitatif. L'incitatif, merci, à court terme, c'est un bon bonbon pour les Voilà. gens, pour les Voilà. encourager. Excellent. Allons-y avec une autre question qui nous vient cette fois-ci de Nicole Brisson et vous vous citerez vous-même ce coup-là. Oui, c'est ça. J'ai 64 ans et je n'ai pas de pension d'emploi. En 2008, j'ai investi 100 000 de mon REER dans un portefeuille géré par Jarislowski Fraser, puis chez Valeurs Mobilières Desjardins. J'ai tout vendu à la mi-septembre. J'ai fait une perte. Je n'ai aucun revenu depuis 5 ans. Quel fiasco! Je n'en peux plus de perdre de l'argent. Mes placements sont en négatif. Je songe à placer mon argent dans des obligations à capital garanti, même si les taux sont faibles. Je n'ai pas besoin de cet argent pour plusieurs années. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? On sent que Mme Brisson est un peu désespérée de cette situation. Jean-Paul, d'abord. Bien, moi, il y a plusieurs points touchés dans cette question-là. Un point, entre autres, c'est qu'il faut se demander comment on fait pour investir. Comment Mme Brisson, c'est ça, fait pour faire ses choix d'investissement. Est-ce qu'elle y va tout d'un coup à un côté, puis selon au banc, comment le vent souffle, et tout d'un coup, le vent tourne d'un autre côté. C'est important de faire un mélange un peu de tout quand on fait des investissements, puis pas y aller selon ce qui est populaire au moment même, puis ensuite de tout mettre dans cet investissement-là. Je dirais pour l'aider, si vous voulez, le but en investissement pour un individu, c'est de maximiser son rendement tout en minimisant les nuits blanches. Et pour ce faire, parce que c'est bien beau de dire à quelqu'un sur 25 ans, vous allez faire du 40 utilisez un peu votre mélange d'allocation d'actifs, puis augmentez. Plus vous êtes nerveux, augmentez votre partie revenu fixe. Moins vous êtes nerveux, diminuez-la. OK. Votre conseil, Hélène, là-dessus? Ce que Mme Brisson a vécu, c'est ce qu'on appelle une séquence de rendement négative dès le point de départ. Puis quand un investisseur pas de place d'argent et que ça se produit, bien, à ce moment-là, il faut que l'investisseur soit prêt à conserver son portefeuille plus longtemps, dans la mesure où le portefeuille a été structuré avec une allocation d'actifs qui convient à la tolérance au risque de cette personne-là. Alors moi, je dirais, il faut d'abord bien déterminer notre allocation d'actifs. Il faut aussi limiter les positions plus volatiles dans le portefeuille parce que dans les marchés négatifs, ces positions-là vont reculer Ça veut dire quoi, ça, davantage. des positions Bien, je vais vous volatiles? donner un exemple. Les marchés émergents, c'est plus volatile, il y a plus de fluctuations, Le plus grand risque. des plus grands risques que dans les actions des pays matures. Alors, c'est juste un exemple. Puis, je veux mettre Mme Brisson en garde d'éviter de commettre sa deuxième erreur majeure, qui est celle quand elle dit qu'elle est sur le point de tout mettre ça en CPG ou en obligations. Oui. Les obligations, c'est une classe d'actifs qui est très chère actuellement. Alors, elle risque de répéter la même erreur, donc d'acheter peut-être au mauvais moment, puis elle connaîtra une déception, sortira peut-être encore au mauvais moment. Voilà pour les conseils à Mme à fait. Brisson. Tout à fait, dit Jean-Paul Giacometti, que je viens de citer. Marie-Pierre Lompré, 4e question ce soir. Je ne sais pas si c'est une question pertinente, mais je lis beaucoup d'articles sur l'épargne des Québécois. À quel point nous n'épargnons pas assez? À quel point la majorité des gens sont endettés? Comment est-ce qu'on doit... combien est-ce qu'on doit finalement en épargne économiser à chaque année? Il faut combien en épargne pour faire partie de la catégorie des gens qui épargnent? Combien dois-je économiser par année ou en pourcentage? Peux-tu y aller? Oui, bien sûr. Hélène. Bien, d'abord, moi, ce que je dirais à Mme Madame Lompré, Lompré. qui est une jeune femme de 24 ans, c'est avant même de commencer à économiser, peut-être regarder si elle a des dettes d'études, des emprunts, commencer à réduire sa dette. Et puis, la deuxième des choses aussi, c'est que j'ai retrouvé une analyse qui avait été faite par Martin Duprat, Oui. planificateur financier. Et on a un tableau Un derrière. tableau? Oui, qui s'en vient. Et Martin avait Que voici. évalué quelle était l'épargne nécessaire, le pourcentage d'épargne basé sur un salaire de 40 000. Alors, quelle était l'épargne nécessaire à partir de l'âge de 30 ans avec un taux de rendement de 5 par année, une indexation de 2 écarts
pour atteindre un revenu de remplacement de 70 du salaire au moment de la retraite, puis avoir assez d'argent jusqu'à 90 ans. Alors, pour la personne qui vise à prendre sa retraite à 65 ans, c'est environ 7 de son salaire qu'elle doit épargner. Annuellement, à partir de l'âge de 30 ans. Et ça, c'est en plus des contributions au régime des rentes du Québec et de la sécurité de vieillesse que la personne recevra. Mais cette même personne-là, si elle a l'idée de prendre sa retraite à 60 ans, on ne parle plus d'à peu près 7 d'épargne par année, on parle de 15 et de 15 Et si elle espère la prendre à 55 ans, on parle de 24 On s'entend que c'est un taux d'épargne qui est inatteignable, sinon de ne rien faire. Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien planifier, mais ce sont des points de repère. Puis si le taux de rendement sur l'épargne est moins grand aussi, bien, il faut épargner davantage. OK. On va y aller avec une dernière question avant de faire la pause et je vais peut-être demander à Jean-Paul de répondre à celle-là de Suzanne Gagnon qui me dit « Mon conseiller financier me dit de ne pas vendre de fonds verts, de ne pas prendre de fonds verts parce que ceux-ci n'existent pas depuis suffisamment longtemps et donc n'offrent pas d'historique de performance crédible. Devrais-je changer de conseiller ou a-t-il raison, Jean-Paul Giacometti? » Bien, écoutez, je sais que les fonds verts, ça fait, moi, depuis le début de ma carrière, plus de 25 ans que ça existe. Vous pouvez les acheter aux États-Unis, il y en a depuis très, très longtemps. Donc, l'histoire de l'historique, je n'y crois pas. Cela étant dit, en termes d'investissement, ce n'est pas quelque chose que j'achète parce que pour moi, ce n'est pas important ce qu'on achète, c'est le prix qu'on paye qui est important. Peu importe que ce soit vert, mauve ou rouge, c'est ce qu'on achète qui est important. OK. Mais on s'entend que fonds vert, ici, les gens parlent fonds écologiques, pour ceux qui... Oui, c'est ça. Vous, l'environnement, c'est pas une valeur pas à moi de décider, fondamentale en investissement. C'est pas à moi de mettre mes valeurs par-dessus celles du client. Il y a un fonds négocié en bourse qui est disponible au Canada qui s'appelle le iShares Gencity Index, qui a été créé en 2007 et qui est offert par BlackRock. Il n'y a pas beaucoup d'actifs sous gestion, il y a 17 millions là-dedans, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé l'indice Gencity et ils prennent les 60 compagnies de l'indice du TSX 60 et puis ils appliquent là certains critères de gouvernance, de qualité de relation avec la communauté, les employés, l'environnement, les droits humains. Et ils vont aller sélectionner des entreprises dans chacun des secteurs. Ce ne sont pas des entreprises qui sont parfaites. Disons que c'est les meilleures de la classe qui sont retenues. Puis, je vous dirais que sur les 5 dernières années, c'est quand même le XEN, c'est son symbole, a quand même donné 4,9 comparé au TSX 60 dans le iShares, dont le symbole est le XIU, à 3,5 Bon, c'est pas pire. Ça n'a pas été mauvais. OK. C'est bien. C'est sur ces bonnes paroles que nous allons aller à la pause commerciale pour payer nos invités. Et on se retrouve dans un instant avec d'autres questions et d'autres réponses. Édition spéciale de RDI Économie, on répond à vos questions de finances personnelles avec les gestionnaires de portefeuille Hélène Gagné et Jean-Paul Giacometti. On y va avec une 6e question ce soir qui nous vient de Liliane Lemay qui demande ceci. Si j'ai des sous placés dans le fonds de solidarité de la FTQ, avec ce qui sort à la commission Charbonneau sur Rénal Desjardins, la mafia et les motards qui ont la main mise sur le fonds, puis-je sortir mes placements du fonds? Hélène. Bien, en fait, dans le cas d'une condition de retraite immédiate, les gens qui ont entre 45 et 64 ans peuvent demander le transfert de leur part dans la mesure où ces gens-là reçoivent une prestation de rente de leur ancien employeur ou même, j'ai fait la vérification, et si la personne a transféré son régime de pension et qu'elle a des retraits d'un FRV, un fonds de revenus viagers dont on parlait plus tôt, puis qu'elle reçoit au moins 4 retraits dans l'année, une confirmation de son institution financière. Tout ça, ce sont des documents qui permettent de procéder au transfert des parts. Ça peut aussi s'appliquer dans le cas où les gens prennent une retraite progressive. Et les gens qui sont admissibles à ce moment-là doivent avoir au moins 50 ans, puis avoir réduit de 20 être capable de démontrer, avoir pris une entente avec leur employeur, donc de démontrer que leur revenu sera diminué de 20 c'est une autre possibilité
qui ouvre le transfert des parts. Et il y a aussi, bien sûr, des situations particulières dans le cas où le détenteur de parts a une maladie grave, Ouais. se retrouve dans une situation où son espérance de vie est réduite, se retrouve dans une situation de difficulté financière importante. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment ne pas avoir d'autres placements. Il faut avoir déjà utilisé les autres placements. Merci Hélène Gagné pour cette réponse. Jean-Paul, vous allez répondre à la prochaine question qui nous vient de Maxime Denis. À 22 ans, je fais quoi comme placement? J'ai des CELI, j'ai des compagnies d'assurance. Est-ce que c'est plus rentable? Est-ce mieux un REER ou un CELI? Très bonne question, Maxime. En fait, le REER, c'est un outil qui est très favorable donc, pour la retraite quand votre revenu est élevé. Ne mettez pas, c'est ma suggestion, d'argent dans vos REER avant d'avoir un revenu suffisamment élevé parce que vous recevez un crédit d'impôt, puis quand vous retirez, si vous êtes quelqu'un d'économe, vous retirez un taux d'impôt très élevé. Donc, au début, j'encourage plus les gens à mettre de l'argent dans le CELI. Tout cela étant dit, il faut être discipliné. L'avantage d'un REER, c'est que c'est moins tentant de le retirer. Le CELI, vous pouvez le retirer quand vous voulez. Mais c'est limité cependant le CELI. Oui, vous pouvez aller Le max. maintenant jusqu'à 25 500 si vous n'en avez pas commencé un. Mais suivez les règles, c'est assez simple comme règle. Mais CELI, c'est un excellent outil. OK. On y va avec une autre question d'Alain Perrault qui pose ceci, qui demande ceci. J'ai fait récemment une recherche pour un prospectus portant sur un type d'obligation. Je n'ai rien trouvé, même avec le site CEDAR. Je voulais trouver de l'information sur les conditions particulières de l'obligation. Et de façon générale, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés de toute façon à avoir de l'information. Est-ce qu'il y a une manière facile, conviviale de trouver cette information? Facile, convivial, moyennement, mais sur CEDAR, tout est là. Vous allez sur CEDAR, donc cedar.com. Ensuite, vous allez, au lieu de recherche de profil de société, aller dans les recherches de bases de données. Par la suite, les sociétés ouvertes. Puis finalement, vous écrivez le nom de la compagnie, d'où le truc, ne vous trompez pas dans le nom parce qu'il ne vous donne pas de choix comme Google. Peut-être ça va Ouais. être ça ou peut-être c'est ça. Il ne vous corrige pas. Non. Et là, Et là, vous arrivez. Et là, Vous vous trouverez. arrivez, puis vous allez trouver l'information. Vous allez C'est trouver. la meilleure source? Oui, moi je trouve. La Oui. source la plus fiable. Oui, vous êtes d'accord? Oui. Bon, OK. Bien, CEDAR. Alors, cherchez bien, M. Perrault. Faites ça dans l'ordre. Vous pouvez peut-être le redonner, l'ordre? Recherche, CEDAR, recherche dans la base de données. Ensuite, société ouverte. Et après, écrivez le nom de la compagnie. Bon, voilà, M. Perrault. Bonne chance dans vos recherches. Question de Claude Bélanger. Auriez-vous un fonds d'action mondial équilibré composé de FNB, fonds négociés en bourse, ou indiciel, fonds indiciel, avec des frais et un investissement minime à me conseiller? Question précise de M. Bélanger et à Mme Gagné. Parfait. Bien, alors moi, ce que je suggère à M. Bélanger, c'est peut-être d'utiliser un des produits iShares dont le symbole est XWD. C'est en fait un fonds négocié en bourse qui détient 3 fonds négociés en bourse. Il y a 55 qui est investi dans les titres du Standard & Poor's 500 avec couverture de devises, 41 dans l'indice IFI, Europe, Australie, Far East, aussi avec couverture de devises, un 4 en actions canadiennes. Ratio de frais de gestion un petit peu en dessous de 50 points de base, mais l'investisseur bénéficie quand même du rééquilibrage régulier par BlackRock. Il n'a pas à se soucier de faire ces transactions-là. Puis, il peut aussi opter pour un programme de réinvestissement de dividendes. S'il veut accoler à ça une partie obligation, bien, il pourrait utiliser soit le fonds négocié en bourse, le XSB, l'indice d'obligations court terme DEX, dans iShares, ou celui des obligations corporatives, le CBO. Alors, en fonction de l'allocation d'actifs qu'il voudra. Jean-Paul, un mot là-dessus? C'est un bon choix. Juste pour dire, si vous voulez aller, vous pouvez les acheter aux États-Unis. Vous en achetez un, mais qui n'aura pas de fonds indiciel, mais tout simplement un fonds indiciel pas cher, c'est le Vanguard Total World. Vous allez avoir toute la planète pour 0,18 VT, Bon. le symbole. FNB, fonds négociés en bourse. Peut-être juste donner une petite définition, on a le temps de le faire. Oui, ce sont des produits qui se transigent, comme on le dit, comme le nom le dit, sur la bourse directement et qui calquent essentiellement des grands indices. Alors, quand on parle du SPDR, par exemple, SPY comme symbole, c'est un fonds négocié en bourse qui calque l'indice du Standard & Poor's 500. Donc, l'investisseur se retrouve à avoir la diversification du S&P 500 et il peut acheter ce produit-là avec un frais de gestion qui est minime comparativement à la moyenne des fonds mutuels traditionnels. Je vous dirais c'est 8 à 10 fois moins cher en termes de frais de gestion. Parfait. Allons-y avec une question de R. Morin qui pose ceci. J'ai l'impression que les taux d'intérêt payés par ING sont moins avantageux depuis son acquisition par une grande banque canadienne.
la Scotia, pour ne pas la nommer. Plusieurs banques en ligne offrent des taux supérieurs à ING, comme par exemple Accelerate, Achieva, Maxa. Est-ce que ces banques sont fiables? Y a-t-il mieux? Comment trouver une banque en ligne et s'assurer qu'elle est fiable? D'accord. Jean-Paul? Ou Hélène? Vous avez partiellement raison pour ING. Oui, les taux ont baissé, mais ce n'est pas juste parce que c'est la Scotia. C'est aussi parce qu'il y a une augmentation drastique de liquidité, donc ça devient moins important pour émettre un bon taux. Mais pour répondre à votre question, quant aux institutions que vous avez nommées, sont-elles fiables? Oui. Ça est l'équivalent des caisses populaires, des banques électroniques des caisses populaires du Manitoba. C'est garanti par le Manitoba. Donc, vous pouvez mettre de l'argent et c'est garanti. Point à noter, par contre, c'est que c'est déjà arrivé qu'une banque fasse faillite sur la côte ouest. En fait, c'est en Alberta. Et ça peut prendre jusqu'à 2 à 3 ans avant de récupérer son argent. Donc, c'est pas pour rien qu'ils vous payent un peu plus, parce que, entre guillemets, c'est plus risqué, mais c'est garanti. Hélène? Dans le cas de la Société d'assurance dépôt du Manitoba aussi, ce qui la différencie de la Société d'assurance dépôt du Canada, c'est que celle du Manitoba n'impose pas de limite dans les montants, alors que celle du Canada, on le sait, c'est 100 000 $. Au Manitoba, c'est 100 des dépôts et les intérêts aussi. Alors, mais les gens aussi peuvent aussi aller consulter le site de la Société d'assurance dépôt du Canada et de voir toutes les institutions qui sont membres. En terminant, êtes-vous positif ou négatif en ce moment? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis avec la montée boursière, mais là, on a vu un ralentissement, Jean-Paul? Les marchés sont ni chers ni bon marché. Les taux sont à zéro, c'est très porteur. Le reste, c'est beaucoup d'histoires qui enveloppent tout ça. Donc, je ne suis pas négatif, positif, mais c'est porteur des taux à zéro. Tant que ça reste, peu importe ce que les politiciens décident de faire, c'est porteur. Hélène? Je déteste ce genre de questions-là, Gérard, tombe parce bien que ça parce nous qu'on a amène plus de à temps, spéculer. quasiment. Bien, c'est parfait. À long terme, je suis toujours positif, mais il faut toujours être prêt à faire face à un recul. Il ne Juste faut pas rajouter attendre que d'être là. La dernière fois qu'il y a eu un défaut, les marchés boursiers ont baissé de 16 Ouais. Donc, à très court terme, s'ils ne s'entendent pas, attendez-vous un petit choc, mais ça va dépasser C'est ça. On va suivre ça dans les prochains jours. Jean-Paul Giacometti, Hélène Gagné, merci de votre générosité. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à la maison, d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous écrire. RDI Économie à commercial radiocanada.ca et pour nos nouvelles économiques, radiocanada.ca/économie. Bonne soirée à notre antenne. On se retrouve demain pour une édition régulière de RDI Économie.